Corentin Le Fur, bonjour. Bonjour. Alors, quel doctorat faites-vous? Alors là actuellement j'étudie à l'université Paris 7, je suis en Master 2 et je prépare déjà une thèse parce que la continuité est assez rapide dans un projet européen qui est dit un projet European Starting Grant, European pour European Research Council, sur la philosophie de la gravité quantique canonique. Voilà, donc qui est une théorie, je dirais concurrente de la théorie des cordes dont on parle beaucoup, sur une possibilité de trouver une unification possible entre les deux grandes théories du XXe siècle qui ont fait leurs preuves dans leurs domaines respectifs, la relativité générale d'un côté et la mécanique quantique de l'autre. Et je travaille avec un jeune chercheur très dynamique qui s'appelle Gabriel Quatraine, qui était anciennement au laboratoire CREA de l'École Polytechnique. C'est-à-dire que vous êtes en binôme? Alors en fait, il a constitué une équipe, on s'est rencontrés récemment, avec des gens donc, comme moi sur le point de commencer une thèse, sur des doctorants, voire sur des post-doctorants, sur des problématiques assez diverses, qui parfois sont philosophiques et parfois beaucoup plus mathématiques. Moi, je travaille sur des composantes plutôt à l'interface de la physique théorique et de la philosophie. Voilà. Et vous considérez que vous êtes déjà en doctorat en quelque sorte? Ben, si vous voulez, je suis en Master 2 au niveau administratif, mais je travaille déjà avec un directeur de recherche dans un projet de continuité dans le temps. Donc certes, je travaille sur mon mémoire de Master 2 parce qu'on fait les choses dans l'ordre, mais chaque travail de mon mémoire me permet de m'enrichir pour définir précisément la problématique de ma thèse. Donc c'est un travail qui, si vous voulez, est continu et est lié. Il ne peut pas y avoir d'un coup le M2 et puis la thèse. Même si évidemment on fait les choses dans l'ordre, on commence par le M2, on finit par la thèse. Mais pour des raisons de financement d'ailleurs, comme on doit soutenir beaucoup plus tôt notre mémoire, alors que certains par exemple nous soutiendront qu'en septembre prochain, on est obligé déjà de réfléchir au fur et à mesure de son travail à la problématique sur laquelle on va soutenir. Donc administrativement, je suis en M2. Dans l'esprit, dans le travail d'équipe, il faut toujours avoir une vision à moyen terme et pas simplement à court terme. Alors, vous êtes aux assises pour faire quoi? Alors justement, alors là dans un travail qui est purement dans le cadre du Master 2, dans un côté beaucoup plus sociologique, je réalise un travail avec deux autres camarades de promotion sur justement l'évolution des politiques de recherche avec Monsieur Dubois, Michel Dubois, qui est enseignant à l'Institut des sciences de l'homme, justement donc sur l'évolution des politiques de recherche et auprès de l'OPECST qui est, on va dire, l'organisme représentatif des interactions entre le domaine scientifique et le domaine politique. Et donc, Monsieur Klein, Étienne Klein, membre du conseil scientifique de l'OPECST, puis à titre personnel, ancien prof, bon, répondra dans les semaines à venir à mes questions. On va réaliser des interviews en fait de différents membres, parlementaires et scientifiques. Et eh bien, il m'a conseillé vivement d'assister à ces assises qui pouvaient permettre de donner on va dire un premier point de vue, une première étape sur l'avancement de ce travail qui est fondamental, je pense, pour la société française et européenne de demain. Et vous avez donné votre point de vue tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez dit? Oui, ben, moi je suis intervenu dans un cadre particulier pour la reconnaissance du doctorat. Il y a d'autres domaines sur lesquels je ne suis pas assez compétent sur le point de vue purement administratif. Mais je regrette, c'est que j'ai entendu beaucoup d'interventions, si vous voulez, de représentants, étudiants ou autres, qui militaient pour une plus grande représentativité de leurs conseils auprès des conseils d'administration et autres, ce qui est complètement légitime et en effet j'approuve. Mais j'ai entendu moins de propositions sur vraiment le lien entre le monde universitaire, le monde politique et la société civile. Je trouve que la société civile, qui est quand même la majorité, est un peu la grande oubliée. Monsieur Berger, qui est d'ailleurs le président de l'université Paris 7, a fait la référence au début de son intervention qu'il n'y avait aucun président du CAC 40 qui était docteur. Mais il faut aussi se poser la question du pourquoi aujourd'hui, et je peux le constater même parfois dans des cercles très proches, on a une vision qui est caricaturale du chercheur. Peut-être un peu moins dans le domaine de la médecine, parce que les gens l'associent beaucoup plus à ce que ça peut leur apporter directement. Mais si vous prenez des disciplines plutôt fondamentales, que ce soit des sciences brutes ou des sciences humaines, donc à l'interface de ce que je fais, c'est très mal perçu, parce qu'on est dans une époque de compétitivité, de rentabilité, de court terme, et qu'on a beaucoup de mal à comprendre comment, alors que tout le monde est censé se serrer la ceinture, eh bien il y a un certain monde de la recherche qui revendique, alors que c'est fondamental, le temps
la confiance et le fait que la recherche, ça ne fonctionne pas comme une entreprise. Ça a besoin d'être géré, ça a besoin d'être administré, mais pas de la même manière qu'une entreprise. Et là-dessus, je pense qu'il y a eu beaucoup de discours ou de mots très controversés qui n'ont pas plu lors de la précédente présidence de la République, où vraiment un certain nombre de chercheurs et d'étudiants ont cru, du moins ont perçu qu'il fallait, de la part du pouvoir politique, que la recherche, le laboratoire en général, fonctionne comme une entreprise. Et ce n'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc moi je suis intervenu pour dire qu'il fallait trouver des moyens concrets, que personnellement je n'ai pas entendu, pour réconcilier justement le monde industriel avec le monde des doctorats et faire justement cette promotion du doctorat qui peut être complémentaire par exemple à un diplôme d'école d'ingénieur ou d'école de commerce, voire tout simplement une alternative. Et je pense qu'il y a un moyen, il y a une médiation. Il y a aujourd'hui des choses très bien qui s'appellent les opérations Phoenix, qui existent et qui permettent justement à des doctorants de rencontrer des représentants du monde industriel. On sait très bien, mais ça ne s'adresse pas forcément à tous les doctorants. Ça s'adresse à des secteurs très particuliers. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi de la volonté de l'université et du politique de réconcilier justement ce monde de la recherche et de l'adapter. Je ne suis pas forcément toujours pour un alignement unilatéral sur le mode de pensée anglo-saxon, loin de là, mais il faut reconnaître que dans le monde anglo-saxon, le doctorat, qui d'ailleurs est beaucoup plus compris dans son sens élémentaire, puisqu'il est PhD philosophie, il est beaucoup plus, je pense, perçu comme véritablement une formation globale, humaine et intellectuelle, et c'est une formation qui est mieux perçue même par l'ensemble de la société civile américaine ou anglo-saxonne d'une manière générale. Donc aujourd'hui, les enjeux, c'est vraiment comment peut-on réconcilier le doctorat, le faire reconnaître à son juste mérite dans la société actuelle qui est la nôtre. Alors on a peut-être des pistes, peut-être que c'est également un besoin d'effort de la recherche, il faut peut-être qu'on aille plus vers les industriels, qu'on présente plus justement notre liberté, parce qu'on est souvent plus indépendant d'esprit, montrer cette indépendance comme une qualité, comme un atout et pas simplement comme un obstacle à un monde concurrentiel. Nous savons aussi ce que c'est que la concurrence existe partout, y compris dans le monde de la recherche. On n'a pas simplement la même manière de l'évaluer, on ne peut pas évaluer la rentabilité d'une entreprise de la même manière qu'évaluer la rentabilité d'un laboratoire. Et même, est-ce que ça a un sens de parler de rentabilité d'un laboratoire à une époque où on a quand même déjà atteint un tel niveau de connaissance et de technique que chaque avancée massive demande du temps. Hein. On entend souvent des émissions, ou pas plus tard qu'hier soir, je prends l'exemple d'une émission de Franz-Olivier Gisbert sur justement l'augmentation de l'espérance de vie. On donne comme ça à l'opinion publique des petites pointes d'information, mais il n'y a aucune information derrière. Il faut comprendre que tout ça, c'est pour l'instant de la spéculation et que ça demande énormément de temps, en médecine comme dans les autres domaines. Et je pense qu'il y a justement cette réappropriation du temps et de la confiance à restaurer dans une société qui, elle, est tellement préoccupée par le court terme et le concurrentiel qu'elle crée des barrières qui ne devraient pas exister. D'accord, merci. Je vous en prie.